On se moque complètement de nous à propos de l'affaire Epstein et c'est vraiment insupportable. Vous savez, vous avez vu les mails circuler partout sur les réseaux sociaux, vous en avez entendu parler. Récemment, le département de la justice américaine a sorti une quantité colossale de nouveaux documents donc qui indiquent clairement ce que l'on savait déjà, mais ce qui là est indubitable du fait de la quantité de preuves que l'on a sous nos yeux, qui est que Jeffrey Epstein, contrairement à ce qu'assurait l'État américain, gérait un réseau pédocriminel, sachant que ces documents, on l'a vu, sont largement censurés, donc il y a des redacted absolument partout, des carrés noirs, qui font qu'on n'a pas du tout la liste de tous les principaux suspects, on en a certains. Et donc les membres du Congrès qui ont eu accès via un terminal sécurisé aux documents non censurés ont vu que les plus jeunes victimes qui étaient citées dans ces documents avaient 9 ans. Donc on ne parle pas seulement d'adolescentes, ce qui serait déjà extrêmement grave, de 15, 16 ans, etc. On parle vraiment d'enfants aussi. Donc tout ça, on le savait déjà. Mais là, on a des preuves aux yeux de tout le monde qui nous prouvent donc que ce réseau pédocriminel de Jeffrey Epstein, qui gravitait autour de toutes les sphères d'influence des milieux capitalistes, donc au sein de ces milieux-là, il y a eu effectivement un trafic d'êtres humains, des enfants et des adolescents, et on va voir que la raison derrière tout ça est un petit peu plus compliquée que ce à quoi on peut penser au premier abord, ou du moins il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs raisons, et l'affaire est un peu plus compliquée que ça. Là, on peut se poser la question. Donc, on a du coup des mails comme ça qui nous montrent clairement qu'il y a eu des agissements complètement illégaux qui ont été passés sous silence parce que Epstein a été arrêté une première fois, puis il a été relâché avec un deal absolument dantesque, quoi. Quand on pense aux accusations qui pesaient sur lui, le deal qu'il a eu était absolument dantesque. Donc il n'a pas été vraiment puni. Il a pu ensuite continuer ses activités comme si de rien n'était, puisque ça n'a absolument rien changé à la vie de Jeffrey Epstein d'être arrêté une première fois. Donc on peut aussi se douter que, étant donné que c'était un scandale public, les personnes qui ont continué à fréquenter Jeffrey Epstein, et il y en a plein, notamment de très haut placés, n'avaient aucune excuse, savaient exactement ce qui se passait, et donc tout ce narratif que beaucoup sortaient, comme par exemple Elon Musk qui disait qu'il avait toujours refusé d'aller sur l'île, toutes ces choses-là sont complètement tombées à l'eau quand les nouveaux emails sont sortis. Donc on voit que tout le monde à peu près a menti, que tout le monde connaissait Jeffrey, savait ce qu'il faisait, etc. Donc là-dessus, on n'a pas de doute. Mais alors on peut se demander, finalement, ce qui est plus étonnant, c'est que les enquêtes ont été entièrement bloquées et donc qu'il n'y a pas réellement eu d'enquête judiciaire qui approfondissent le cas et qui essaient non seulement d'avoir la liste des clients, qui c'est qui a profité de ces enfants-là, mais on peut aussi se demander tout simplement d'où ils viennent ces enfants-là. Tout ça demande une logistique qui est assez impressionnante. Donc on parle d'un réseau, c'est comme un trafic de drogue, mais c'est un trafic d'êtres humains et un trafic d'enfants, de mineurs. Et donc on peut se demander d'où ils viennent, qui fournissait ce réseau. Est-ce que Epstein est le seul commanditaire et qui sont ses clients? Tout ça pose des questions qui sont évidentes. Évidentes, rien n'a été fait. On a un individu, un capitaliste, un des mieux placés, qui a un réseau partout dans le monde, chez des hommes politiques, jusqu'en Israël, aux États-Unis, en Russie, etc. Il a notamment participé à la commission trilatérale, ce qui n'est pas rien, parce que c'est vraiment une des chambres d'écho de la classe capitaliste les plus importantes, avec par exemple les groupes Bilderberg, mais ça c'était plus dans l'après-guerre. Aujourd'hui ça a moins d'importance, mais tous ces groupes-là ont eu des importances énormes dans la manière dont l'idéologie de ces élites-là a été façonnée. Donc on peut se demander, étant donné qu'on a absolument une liste faramineuse de noms, étant donné qu'on a dans les dossiers, dans les mails, la preuve qu'il y avait effectivement un réseau, un trafic d'êtres humains, pourquoi est-ce que rien n'a été fait? Pourquoi est-ce que le ranch de Jeffrey Epstein n'a pas été fouillé? Pourquoi est-ce qu'on a autorisé son île à être revendue aussi rapidement? Et pourquoi on n'a pas insisté pour interroger à la fois Ghislaine Maxwell, les autres proches d'Epstein, et notamment sa dernière petite amie, qui a été proche de lui pendant extrêmement longtemps, qui a des tonnes d'informations à révéler et qui n'a jamais été interrogée. Tout ça ne s'explique pas que par l'influence actuelle du gouvernement Trump. Effectivement, Trump baigne
de manière assez évidente dans ces dossiers-là, mais personnellement, ça ne me surprend pas du tout. Mais ça ne s'explique absolument pas uniquement par le gouvernement actuel qui aurait empêché absolument que les documents soient révélés et aurait fait exprès de censurer tout ça. Non, la vérité est un peu plus compliquée et profonde que ça, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la gouvernementabilité, on est au-delà du simple gouvernement qui est les représentants aux yeux du public de l'État américain. On va plus loin, on est dans les structures, ce qui structure profondément l'État américain, c'est-à-dire qu'on est en plein dans la classe capitaliste et ses outils politiques, la manière dont ils agissent en toute impunité au-dessus des lois, et notamment, bien sûr, par le biais de l'État, une entité mafieuse, parce que c'est comme ça que je vais les désigner, c'est comme ça que les choses sont. Tout État dans le rapport social capitaliste, mais c'est-à-dire tout État tout court, parce que ces États-nations-là sont intrinsèquement liés au développement historique du capitalisme, et donc on va parler d'État en général, puisque c'est bien de ça dont il est question. L'État est mafieux par essence. Et les services secrets, les services de renseignement qui baignent dans l'affaire Epstein, comme je vais en parler un peu après, sont directement le bras armé des opérations à l'intérieur et à l'extérieur de ce gouvernement, de cet État mafieux, État avec un grand E, qui concerne absolument tous les États du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas l'affaire des États-Unis, contrairement à ce que disait cet imbécile d'Emmanuel Macron, ce n'est pas du tout une affaire américaine, non seulement à cause de Jean-Luc Brunel, qui était un des fournisseurs de Epstein. Il y en a probablement d'autres, il y a probablement d'ailleurs des clients français qui n'ont pas été nommés, on n'en sait rien. Franchement, au point où on en est, on se doute que l'affaire est beaucoup plus complexe que ça, mais je ne vais pas bien sûr m'avancer plus là-dessus, puisqu'on n'a pas de données. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire Epstein entache tellement d'États dans le monde qu'il nous montre ce qu'on savait déjà, c'est juste que c'est empirique, c'est juste que c'est sous nos yeux là maintenant, que tout État est mafieux par essence, par le bras armé de ces différentes institutions, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contradictions, des conflits entre les institutions, entre les membres d'une institution. Bien sûr, je ne suis pas en train de lisser la complexité de l'ensemble, mais je dis simplement que tout État est mafieux par essence. C'est-à-dire que tout État va arriver à ses intérêts propres, qui peuvent être dépendants d'un État qui le domine, par exemple, comme par exemple en France, on va dire que les intérêts propres de la France sont quand même minoritaires par rapport aux intérêts atlantistes, les intérêts des États-Unis, puisque ça fait bien longtemps que la France y est assujettie. Donc ces intérêts étatiques vont être défendus en dehors de toute légalité. Et les services de renseignement, les services secrets, ont joué un rôle majeur dans cette affaire. Donc là, on va un petit peu rentrer sur ce que nous apprend cette affaire Epstein, finalement. Qu'est-ce que ça nous apprend de nouveau? Moi, j'ai envie de vous dire, sur la question de la pédocriminalité, l'affaire Epstein ne nous apprend pas grand-chose de nouveau. Mais ce qui est intéressant avec cette affaire Epstein, c'est qu'elle met les preuves aux yeux de tous. Et donc, on savait déjà que les réseaux pédocriminels existent. On savait déjà que des personnalités publiques importantes, des hommes politiques, des actionnaires internationaux, en gros tout le gratin de la classe capitaliste, on le savait qu'ils étaient impliqués, certains d'entre eux en tout cas, étaient impliqués dans des réseaux pédocriminels. Et je vais vous donner une affaire qui n'a pas eu un grand retentissement en dehors du Royaume-Uni, étrangement, alors qu'elle est très importante. Si vous voulez aller feuilleter un petit peu, vous allez voir que tout est très bien documenté, que je raconte pas des choses de mon chapeau magique. Qui s'appelle donc l'opération Hydrant, qui a été menée après l'arrêt de Jimmy Savile. Donc Jimmy Savile qui s'introduisait dans des hôpitaux pour violer des enfants malades et qui, du coup, a fait des centaines de victimes dans l'indifférence totale. Apparemment, personne ne savait, il y a probablement eu des couvertures, mais si vous vous intéressez à l'affaire, vous trouverez facilement des informations dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce scandale qui a éclaboussé le monde entier finalement, parce que c'était une figure médiatique, Jimmy Savile. En réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt, de la même manière que l'affaire Epstein est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que ensuite, parce qu'il y a eu ce scandale, les autorités britanniques ont été un petit peu forcées d'une certaine manière par l'opinion publique à réaliser une affaire de grande envergure
de grande envergure, l'opération Hydrant, et cette opération qui a été faite un peu à rebours, c'est-à-dire un peu tardivement, parce qu'il y a beaucoup d'accusés dans l'affaire qui sont morts entre-temps quand l'opération a démarré. Vous pouvez aller chercher aussi en tapant Opération Hydrant, vous verrez des hommes politiques, des personnalités publiques importantes du monde médiatique, des acteurs, et pas que, bien sûr, aussi des membres d'institutions publiques, des professeurs, des directeurs d'hôpitaux, des mondes liés à l'enfant, des personnes liées au monde de l'enfance. Et donc, ce qui est d'autant plus grave dans cette affaire, c'est qu'il semblerait que la police ait effacé volontairement des preuves pour couvrir certains membres du Parlement britannique, ce qui est hallucinant, mais ce qui, quand on s'intéresse aux affaires pédocriminelles qui impliquent des personnalités un peu plus influentes, on se rend compte que c'est monnaie courante. Donc l'opération Hydrant, finalement, nous révélait déjà, même si elle est beaucoup moins médiatisée que l'affaire Epstein, que des personnalités puissantes s'organisent parce que, alors, je dis pas que toutes les personnes impliquées dans l'opération Hydrant étaient organisées et que c'était un seul méga réseau. Mais ce qui est sûr, c'est que certains ont bénéficié de l'aide de foyers pour enfants, d'hôpitaux, etc. pour commettre leurs sévices. Donc il y a une organisation. Là, on sait que les enfants donc venaient de foyers. On a à peu près une vision cohérente de cette affaire. Maintenant, c'est pas le cas du tout pour l'affaire Epstein. Encore une fois, on ne sait pas d'où viennent les enfants. On n'a pas eu que ça. Hein. D'ailleurs, juste en Europe, on a eu aussi l'affaire Zandvoort, qui nous avait révélé des CD pédocriminels sur lesquels il y avait des vidéos, des photos qui allaient jusqu'à la torture. On avait une grille de tarification, donc c'est-à-dire que ces CD, finalement, ces vidéos, ces photos étaient vendus. Et là, pour le coup, on ne sait pas exactement d'où viennent ces enfants. Il y avait des familles françaises qui avaient vu leur enfant disparu dans ces photos et vidéos. La police leur avait dit que c'était des sosies, que c'était des enfants qui leur ressemblaient. Donc voilà, je vous laisse aussi vous renseigner là-dessus si vous voulez, mais voilà, c'est pas la seule affaire. Donc on a quantité d'affaires comme ça, avec des preuves assez accablantes. Je pourrais parler aussi de l'affaire Dutroux, qui a éclaboussé des personnalités en Belgique, notamment Michel Nioul, qui était un grand patron médiatique, qui a été innocenté alors que très clairement, il y a quand même beaucoup de témoignages crédibles qui le mettaient en cause. Aujourd'hui, il est mort, il n'a jamais été condamné à ma connaissance. Donc cette affaire Marc Dutroux, en gros, on nous a expliqué, on a brodé un petit narratif qui était que c'était un pédophile isolé, alors que le dossier judiciaire qui a été courageusement mis en ligne par Wikileaks nous montrait qu'en réalité, c'était beaucoup plus complexe que ça, et que ça ressemblait fortement, de nouveau, à un réseau pédocriminel organisé, et pas simplement à un pédophile isolé, complètement malade, qui aurait enlevé des enfants de manière complètement isolée. Donc c'est simplement un tour d'horizon très rapidement, parce qu'en réalité, il y a des dizaines et des dizaines d'affaires, et ce n'est que ce que l'on connaît, bien sûr, sachant qu'on n'a aucun chiffre. C'est-à-dire que ce serait intéressant de voir, par exemple, combien génèrent, en termes d'argent, ces réseaux pédocriminels, que ce soit donc les réseaux qui fournissent directement des enfants, comme on le voit avec le réseau Epstein, mais on va voir que c'est pour des raisons assez compliquées. Les enfants qui circulent dans ces réseaux-là, quel est leur nombre? Combien d'argent est généré? Deuxièmement, les vidéos, les photos qui circulent sur Internet, donc pas seulement sur le Darknet, mais aussi sur les réseaux sociaux, tout simplement. Il y a beaucoup de pédocriminels qui s'échangent ça directement sur des réseaux sociaux, Snapchat, Telegram, tout ce que vous voulez. Des fois, c'est détecté par l'IA de ces réseaux sociaux-là. Et donc, il y a eu des cas d'arrestation de pédophiles, pédocriminels isolés. C'est un montant, en tout cas faramineux, de vidéos et photos qui circulent sur Internet. Ça, pour le coup, c'est chiffré. On a des estimations. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des montants énormes. Par contre, on n'a pas, finalement, de cartographie claire de ces réseaux pédocriminels-là. De combien ça rapporte. Parce qu'évidemment, toute cette économie souterraine, qui finalement est assez similaire à l'économie de la drogue, qui, elle aussi, a des ramifications très complexes. On va le voir. Et on va voir que, justement, ce parallèle, il est très intéressant avec les réseaux donc, de drogue, parce que les deux, à la fois les réseaux de drogue comme les réseaux pédocriminels, l'affaire Epstein nous le montre, ont des liens avec les services de renseignement. C'est-à-dire que les services de renseignement ont utilisé des réseaux de drogue comme ils ont utilisé le réseau pédocriminel d'Epstein, qui a peut-être été monté d'ailleurs de toutes pièces, on ne sait pas, on n'a pas les éléments pour juger. Ce qui est sûr, c'est que Jeffrey Epstein a des liens qui sont évidents avec
les services secrets. Il se décrit lui-même comme espion, mais ce qui n'est pas la seule preuve. Tout son parcours, je ne vais vraiment pas revenir sur sa biographie, est extrêmement étrange. Le fait qu'il utilisait plusieurs passeports, le fait qu'il a passé du temps dans différents pays, qu'il a rencontré tout un tas de membres des services de renseignement, il est devenu proche de certains d'entre eux. Bref, la liste est vraiment longue, sans compter bien sûr qu'il était très proche de Ghislaine Maxwell, qui elle-même avait son père qui était très proche du Mossad. Mais voilà, Jeffrey Epstein, c'est assez évident, avait formé ce réseau-là, donc de pédocriminalité, de transfert de mineurs, etc., pour constituer des données vidéo, photographiques, d'hommes de la classe capitaliste internationale, qui ont une place importante dans cette classe capitaliste-là, qui ont du pouvoir, entre guillemets, qui sont très importants, très influents, pour les faire chanter. Je dois faire une petite précision ici, ce n'était pas seulement les vidéos d'actes sur mineurs menées par ces hommes puissants qui étaient enregistrés et vendus aux services secrets comme matériel de chantage. Si l'on en croit le mentor de Jeffrey Epstein, Steven Hoffenberg, et Ian Halperin, qui est un journaliste canadien qui a interrogé beaucoup de ses proches, Epstein utilisait également ses cibles pour obtenir des informations confidentielles qu'il revendait ensuite à différents services de renseignement. Et donc on sait par exemple qu'il a vendu les renseignements donnés par le prince Andrew au Mossad, à l'Arabie Saoudite et aux renseignements libyens. Ce qui prouve que les services de renseignement du monde entier savaient parfaitement qu'Epstein organisait un trafic de mineurs, s'en servait pour leurs intérêts, et donc c'est, à ma connaissance, le premier cas documenté d'un réseau pédocriminel qui reçoit la bénédiction des instances les plus profondes de l'État. Il est bien évident qu'un réseau pédocriminel qui impliquerait des personnalités de la classe capitaliste très importantes ne serait pas passé sous le nez des services de renseignement. Ce qui est plus probable, c'est que Jeffrey Epstein a pu faire ça en toute impunité parce que justement cela servait les services de renseignement et notamment les services de renseignement américains, probablement la CIA, peut-être le Mossad, on ne sait pas, puisqu'il avait des liens avec un ex-premier ministre israélien bien connu. Ce qui est sûr, c'est que la raison pour laquelle il a eu un deal aussi avantageux quand il a été arrêté une première fois, c'est justement parce que il servait les intérêts des services de renseignement et donc de l'État. Donc pour l'affaire Epstein, on n'a pas bien sûr la preuve formelle de ce que j'avance là. Maintenant, tout ça, c'est simplement assez clair quand on voit l'ensemble du tableau, quand on voit à quel point Epstein a bénéficié d'une immunité pendant longtemps et quand on voit comment il a fini, c'est-à-dire clairement pas par un suicide, ce qui est assez évident, notamment ce qu'a démontré la seconde autopsie qui a été réalisée sous impulsion du frère de Jeffrey Epstein et qui montre clairement que c'est un assassinat et pas du tout un suicide, ce qui est corroboré par le dernier appel qu'il a eu avec sa petite amie qui disait que il n'avait absolument pas, il n'était absolument pas déprimé, il n'y avait rien qui montrait, il était très optimiste, il n'y avait rien qui montrait qu'il allait faire un acte comme ça. Et ce qui concorde aussi avec sa personnalité en général. Il n'a pas du tout la personnalité de quelqu'un de suicidaire ou quoi. Mais si ça, ce sont des hypothèses, il n'y a pas besoin de remonter très loin pour voir que c'est pas la première fois que les services secrets font appel à des réseaux illégaux pour servir leurs intérêts. Et on a notamment des cas assez flagrants, par exemple en Amérique du Sud, au Nicaragua, avec les contrats donc, qui se finançaient, qui avaient le soutien de la CIA pour renverser les sandinistes et qui se finançaient en grande partie par la vente de cocaïne aux États-Unis avec donc le consentement de la CIA qui savait parfaitement ça et continuait quand même à les soutenir parce que ça servait leurs intérêts qui étaient l'intérêt impérialiste américain en Amérique du Sud qui était donc de mettre en place des gouvernements sud-américains qui étaient parfaitement alignés sur les intérêts américains. Ce qui a été le cas donc au Nicaragua. On a aussi bien sûr le cas du Salvador dans les années 80 où la CIA a financé les pires bataillons qui ont semé la pagaille dans le monde paysan là-bas pour influencer le cours des élections et bien sûr mettre au pouvoir un candidat qui était complètement pro-américain, qui était complètement aligné sur les intérêts atlantistes. Donc c'est toujours la même recette si on veut. Et donc ces bataillons ont fait des choses absolument atroces à des enfants et même à des bébés. Des mises en scène absolument macabres. Et ça, on le sait, je veux dire, c'est documenté très bien historiquement à nouveau. On a des charniers qui ont été retrouvés. On a aussi des personnes qui se sont échappées de ces bataillons-là, qui ont expliqué
les rituels absolument horribles d'initiation qu'ils ont subis pour se désensibiliser au massacre de masse, se désensibiliser à la torture, au viol et à toutes les atrocités qu'ils ont pu commettre sur ces populations paysannes. Donc ce n'est rien de nouveau. La CIA, la CIA a fait pareil au Guatemala, la CIA a fait pareil absolument partout où elle est passée en Amérique du Sud quand il s'agissait de défendre les intérêts américains. Et voilà, ce sont que des exemples comme ça que je vous donne. Il y en a plein d'autres déjà en Amérique du Sud. Il y en a aussi un qui est assez intéressant en France. Quand la CIA a fait appel à des mafias locales à Marseille, au port de Marseille, pour briser les grèves des dockers. Donc on a fait appel à ces mafieux corses, me semble-t-il, de l'héroïne, pour complètement endiguer les grèves ouvrières du port de Marseille, étant donné que c'était aussi un port très important, et notamment un port qui transportait des armes. Et donc là, on parle de l'après-Seconde Guerre mondiale, et donc ça a renforcé énormément les réseaux de drogue, avec l'appui donc de la CIA. Et les exemples sont innombrables. La CIA a aussi financé un des plus grands massacres, un des pires génocides qui a été fait en Asie, qui est celui du dictateur Suharto en Indonésie, qui a massacré dans les années 80 entre 500 000 et 1 million, les chiffres varient, de paysans en quelques mois, encore une fois, pour mettre un dictateur qui était parfaitement aligné sur les intérêts américains, avec comme narratif celui, bien sûr, d'éloigner l'Indonésie du communisme. On a des exemples comme ça un peu partout dans le monde. C'est simplement, j'en donne quelques-uns pour montrer que les services de renseignement ne sont pas à leur premier coup. Et ça, c'est sans parler des opérations qui ont aussi été menées directement, par exemple, sur le territoire américain, lors des expériences qui ont été faites de contrôle mental, où on a fait prendre des drogues à des gens complètement à leur insu, ce qui pour certains leur a laissé des séquelles à vie. Et voilà, tout un tas de choses, tout un tas d'opérations qui ont été menées sur le territoire américain et aussi en Europe. La liste des exactions de la CIA est longue, mais c'est simplement pour vous dire, et d'ailleurs j'aurais pu parler du Mossad aussi, qui a des tonnes d'exactions qui ont été commises, et bien sûr les services secrets sont les maîtres dans l'art de assassiner une personne en faisant passer ça pour un suicide ou un accident, ce qui corrobore aussi, ce qui est cohérent avec la manière dont Jeffrey Epstein a fini en prison, dans une prison de haute sécurité, pendant que les caméras étaient bizarrement éteintes. Donc tout ça corrobore, voilà, tout ça sent la patte des services secrets. Donc tout ça pour dire que les services secrets se sont toujours passés de la légalité, ils ont toujours agi de manière complètement illégale et en faisant fi complètement de ce qu'on pourrait appeler la morale. C'est-à-dire, si pour préserver les intérêts américains, il faut financer un dictateur qui va assassiner, massacrer une population entière, j'aurais pu parler aussi du Vietnam qui est assez évident, qui est un peu la même histoire. Vous avez des exemples partout en Amérique du Sud, et là je ne parle que des services secrets américains. Bien sûr, il y a plein d'exactions qui ont été commises par les services secrets partout dans le monde, mais si je commence à faire des listes comme ça, c'est interminable. Simplement pour vous dire, voilà, ils savaient, c'est-à-dire que c'est ce qui est au plus profond des intérêts de l'État, c'est-à-dire ce qui est au plus profond des intérêts impérialistes, capitalistes de l'État, mais de toute façon tout État est capitaliste et impérialiste, donc il n'y a même pas besoin de le préciser, c'est implicite. Tout ce qui constitue les intérêts de l'État même, on savait. Donc les organisations qui mènent des opérations clandestines parfaitement illégales au service des intérêts de l'État, non seulement savaient ce qui se passait autour de Jeffrey Epstein, mais l'ont en plus toléré, voire encouragé, on ne sait pas, dans le but d'obtenir des vidéos et des photos compromettantes leur permettant de faire du blackmail, de faire du chantage directement aux individus qu'ils souhaitaient. Ça, c'est donc l'hypothèse la plus probable concernant l'affaire Epstein. Et il y a plein d'autres choses dont j'aurais pu parler, plein d'autres choses étranges dans l'affaire Epstein, notamment le journal d'une femme qui a été décodé par la suite, et qui montre, bien avant que l'affaire soit médiatisée par ailleurs, qui parle du fait que Epstein l'aurait mis enceinte pour récupérer son enfant de force, donc quand l'enfant était bébé, de ses propres mains, ce qui l'a traumatisé selon son journal. Tout ça est expliqué, la présence de Maxwell est décrite également, et tout ça se produisait avant la médiatisation, ce qui donne énormément de crédit, parce qu'il y a aussi des témoignages peu crédibles dans les documents. Ce témoignage-là est extrêmement crédible, ce qui montrerait donc que Jeffrey Epstein avait un programme assez étrange de répandre ses gènes, comme il le dit lui-même, d'ailleurs dans certains mails. Il avait une obsession avec l'eugénisme. Il a fréquenté notamment un biologiste américain assez connu
pour le consulter sur ces questions. Et donc, il y a plein d'autres facettes, finalement, à l'affaire Epstein. On peut se demander aussi, est-ce qu'il y a eu des meurtres directs? La réponse est probablement oui. Il faudrait, encore une fois, qu'il y ait une enquête sérieuse pour déterminer qui, dans quelles circonstances, et est-ce que ça s'est vraiment produit. Simplement pour vous dire, il faut pas simplement se dire que l'affaire s'arrête à Jeffrey Epstein, que l'affaire s'arrête à Elon Musk, à Ariane de Rothschild, etc., etc. Tous les noms, les grands noms qui ont été cités dans l'affaire Epstein, non seulement ça ne s'arrête pas à ça, donc les universitaires, tout ce que vous voulez, il y a tout un gratin qui a été cité, ça ne s'arrête pas à ces noms-là, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qui a permis à ce système de continuer à exister, ce qui a permis de se reproduire, ce qui a permis à tout un réseau organisé aussi complexe à travers le monde de continuer à se produire en toute impunité pendant des décennies. Qu'est-ce qui a permis ça? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ce sont les organisations directement liées à l'État mafieux américain, et pas que. Et donc, il faut bien se rendre compte que l'affaire Epstein est directement un pur produit du développement historique, du capitalisme, de l'État et des services secrets. Bien sûr que dans un monde idéal, il faudrait que justice soit faite et que ces gens-là soient condamnés, que tout soit tiré au clair et qu'il y ait des enquêtes claires et profondes pour savoir qui sont les victimes, qui sont les fournisseurs, d'où viennent ces enfants, comme je vous l'ai dit, tout ce qui constitue matériellement et où transite l'argent. Mais je vais vous dire quelque chose, il n'y aura jamais de justice sur ces affaires-là. Et notamment, il n'y aura jamais de justice sur comment ce réseau a pu perdurer et être organisé. Pourquoi les services secrets ont fermé les yeux. Les membres des services secrets qui ont fermé les yeux sur ce sujet, ils ne seront jamais condamnés. Il n'y aura aucune condamnation. C'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y aura jamais la lumière déjà entièrement faite sur cette affaire, sauf peut-être dans 80 ans, dans 50 ans, quand les documents seront entièrement déclassifiés et non censurés, et que tout le monde aura complètement oublié l'affaire, sera passé à autre chose, qu'on aura oublié Epstein, qu'on aura oublié toute cette ramification, et on pourra dire, oula, enfin certains, c'est-à-dire les quelques personnes qui vont s'intéresser aux archives des services secrets, des services de renseignement, pourront dire, oulala, à cette époque, il y avait un réseau pédocriminel qui était organisé, ou en tout cas qui avait l'appui de services de renseignement et qui servait à leurs intérêts. Comme aujourd'hui, on a les documents qui montrent que la CIA a complètement toléré le trafic de drogue des contrats vers les États-Unis pour les financer, pour les soutenir contre les sandinistes, de la même manière qu'ils ont appuyé des génocides en Asie, notamment celui du dictateur Suharto, etc., etc. Donc il faut bien se rendre compte qu'il n'y aura jamais de justice et il n'y aura rien qui ne changera par des pétitions, par des bons sentiments, par des choses de ce type. Ces gens-là sont impunissables dans le cadre de l'ordre social capitaliste. C'est un simple fait. L'ordre social capitaliste ne fonctionne pas ni sur la neutralité de la justice, ni sur l'égalité des individus entre eux. Quelqu'un qui a fait 5% de ce qu'a fait Jeffrey Epstein, il serait mis sous les verrous en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, le réseau serait démantelé, etc. Mais quand on est Jeffrey Epstein, qu'on a des appuis et qu'on sert les intérêts de certains services secrets, on peut faire ça en toute impunité pendant des décennies. Alors après, il faudrait se poser la question, pourquoi Epstein a été arrêté? Pourquoi il a été arrêté une première fois puis relâché? Pourquoi il a été arrêté une seconde fois et fort probablement assassiné? Ça, c'est des très bonnes questions auxquelles je n'ai pas les réponses, parce que pour y répondre, il faudrait bien sûr avoir beaucoup plus de données sur l'affaire Epstein, mieux comprendre est-ce qu'il n'y avait pas des personnes qui avaient intérêt à ce que Epstein tombe à ce moment-là, qui, pour quelle raison, voilà. Est-ce que l'affaire ne devenait pas trop grosse, attirait pas trop l'attention et qu'il fallait la tuer, ce qui a été fait, parce qu'en tuant Epstein, finalement, on a également tué le procès qui devait révéler d'autres noms. Et donc, en mettant les documents en ligne, certes, on a ravivé la flamme du truc, après une pression quand même monstrueuse pour qu'il soit relâché, mais on n'a toujours pas toutes les réponses, on n'a toujours pas les preuves de la mesure dans laquelle les services de renseignement étaient appliqués dans cette affaire. Ce narratif est savamment distillé pour que l'on n'ait pas une vision globale de ce qui se passe, et on n'aura, à mon avis, jamais une vision globale, sauf dans très longtemps, quand tout le monde aura oublié plus ou moins l'affaire. Ce que je veux montrer avec cette vidéo, c'est pas simplement une critique des services secrets en tant que tels, de manière isolée, qui aurait du coup permis
que quelque chose comme ça se produise, et une critique isolée des milliardaires qui sont un peu déviants, qui finalement, ce qu'on appellerait la haute bourgeoisie, la très haute bourgeoisie même, serait complètement déviant, etc., et ferait des choses comme ça, organiserait des réseaux pour leur propre plaisir. Non, c'est pas des critiques isolées qu'il faut, c'est une critique entière, parce que tout ça tient debout. Il a fallu que le capitalisme arrive à ce point-là pour qu'on ait des individus, pour qu'on ait des réseaux qui soient aussi complexes. Ce que je vois souvent, et donc ça c'est assez énervant, on a beaucoup de bruit de personnes de gauche comme de droite qui veulent récupérer l'affaire Epstein, et donc les personnes de gauche en général pointent le fait que c'est des personnalités fascistes comme Donald Trump et Elon Musk qui sont dans les files. Les gens de droite disent le contraire, que c'est finalement, il n'y a pas vraiment de personnalités d'extrême droite ou nazies qui sont dans les fichiers, etc. Et donc voilà, que la gauche se morfond dans ces histoires. Bref, on a des récupérations des deux côtés, ce qui est fatigant et ce qui bien sûr sert la classe capitaliste dans son ensemble. Parce que d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les dossiers Epstein, on voit qu'il avait rencontré le fondateur de 4chan, qui a créé le pôle politique, la section politique sur 4chan, qui a été un vivier de théories d'extrême droite en tout genre, et donc apparemment, il y aurait a priori un lien entre sa discussion avec Jeffrey Epstein, qui a parlé des outils comme 4chan comme de super outils de manipulation de masse, et le fait qu'il a créé donc ce pôle politique. On peut se demander pourquoi, en quoi ça sert, c'est une bonne question, en quoi ça servirait donc les intérêts de la classe capitaliste, cette volonté de radicaliser des jeunes dépolitisés en les faisant adopter des idées extrémistes de droite. Mais il faut arrêter de voir ça avec des lunettes donc politiques qui sont de gauche, de droite, qui sont très restreintes. Et si on veut des lunettes politiques, il faut plutôt voir que c'est une classe qui a des intérêts en commun, qui défend ses intérêts en commun dès qu'elle est menacée. Alors certes, il y a des personnalités de la classe capitaliste qui n'appréciaient pas Jeffrey Epstein, qui ne l'aimaient pas, qui voulaient le faire tomber, etc. Il y a des rivalités dans la classe capitaliste, ça c'est évident. Mais dès que la classe capitaliste est menacée, comme d'ailleurs le disait très bien Marx, après quand il analysait les événements de la Commune, on sait très bien que quand les intérêts de la classe capitaliste sont menacés, elle sait très bien faire des alliances objectives, quelles que soient les rivalités. Et donc elle sait très bien quels sont ses intérêts, qu'est-ce qu'elle doit conserver. Donc sortons un petit peu de ces logiques simplistes, comprenons que nous n'avons qu'un ennemi, c'est cette classe capitaliste, et c'est pas les individus en soi, c'est le rapport social qui permet qu'ils se reproduisent socialement. Donc il faut arrêter de voir ce sujet avec des lunettes très superficielles politiques de gauche et de droite, de est-ce qu'il y a plus de gens de gauche impliqués, est-ce qu'il y a plus de gens de droite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que la classe capitaliste, dans son ensemble, produit ce genre d'horreur, les reproduit et permet par sa reproduction sociale que les choses continuent, qu'il n'y ait pas de justice. Les services de renseignement, c'est les services de renseignement du capitalisme, c'est les services de renseignement directement au service des intérêts de la classe capitaliste. Les intérêts de l'État américain, par exemple, c'est les intérêts de la classe capitaliste américaine et, dans une certaine mesure, de manière très complexe, les intérêts de la classe capitaliste mondiale. Parce qu'effectivement, beaucoup de capitalistes au niveau mondial ont des obligations américaines, ont tout un capital investi dans des entreprises américaines, etc. Donc vous voyez que tout ça est interconnecté à l'échelle mondiale, et donc que les intérêts des services de renseignement, c'est aussi les intérêts de la classe capitaliste, etc., etc. Donc vous voyez que tout ça, c'est un système, une reproduction sociale totale qui fonctionne sur l'exploitation du travail si vraiment on le prend à la base. Bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à dire, parce que la sphère financière a aujourd'hui une énorme puissance, mais c'est pas le propos de cette vidéo d'expliquer ce qu'est le capital fictif, par exemple, l'anticipation de plus-value, la création de marchandises de type 2. Donc voilà, tout ça, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, mais tout ça, c'est pour vous dire que tout ça tient debout. Pour conclure très rapidement, on ne sortira pas de ça sans une révolution sociale mondiale, et je le dis très sérieusement. On ne sortira pas de toutes ces affaires, on ne sortira pas de toute cette horreur sans sortir entièrement, complètement du rapport social capitaliste, en refondant complètement les rapports de production sur d'autres bases. On n'y sortira pas. Et donc on peut, tant qu'on veut condamner les personnes, etc., il y aura toujours d'autres qui s'en sortiront. Et notamment, encore une fois, les services de renseignement, les plus hautes sphères, les sphères les plus importantes de l'intérêt étatique mafieux, l'État étant mafieux par essence, je le répète, tout ça restera intouché, qu'on le veuille ou non. Il y a toujours des têtes qui tombent, c'est un peu comme une hydre, il y a des têtes qui tombent non seulement
beaucoup repoussent, mais en plus, on ne coupera jamais toutes les têtes, notamment les têtes centrales, encore une fois. Donc voilà, je conclus simplement là-dessus, on n'en sortira que par une révolution sociale, je vais pas développer dans cette vidéo-là en particulier. Ce qui est sûr, c'est que ces horreurs ne doivent pas laisser indifférent, faut pas laisser passer cette affaire, mais surtout, il faut la voir avec des lunettes globales, de compréhension du rapport social global et pas du tout de manière isolée en disant que c'est simplement quelques individus haut placés qui étaient déviants, etc. Il faut comprendre que c'est un système d'ensemble, que c'est un rapport social d'ensemble et que ces individus-là, ils sont pas isolés du tout. Ils ont eu des appuis hyper importants. Ils ont eu des appuis au sein du gouvernement américain et des services de renseignement, etc. Et c'est ça qui leur a permis de faire ces horreurs en toute impunité. C'est ça qui permet aujourd'hui à cette affaire de ne pas être poursuivie en justice. C'est ça qui permet aux victimes de n'avoir absolument pas du tout reçu justice, d'être complètement pas entendues. En France, on n'a carrément même pas écouté les femmes qui ont témoigné contre Epstein parce que les faits remontaient à trop longtemps, etc. Jean-Luc Brunel s'est soi-disant suicidé en prison, on n'a pas non plus pu l'interroger. Enfin, tout ça est un cirque, tout ça est une énorme farce. On ne sortira jamais de cette farce, de ce spectacle omniprésent tant qu'on sortira pas du rapport social capitaliste. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vais pas développer dans cette vidéo plus. Je sais que ça peut peut-être paraître un petit peu bref, un petit peu rapide comme conclusion, mais c'est volontaire parce que je vais pas faire une vidéo de 6 heures là-dessus. Je vais développer plus tard dans d'autres vidéos toutes ces questions-là. Là, ce qui est sûr, c'est que sur cette affaire Epstein, voilà ma conclusion. Ne restons pas indifférents et comprenons vraiment les ressorts globaux, les ressorts sociaux, les ressorts compliqués qui sous-tendent cette histoire et qui a permis à Jeffrey Epstein de continuer dans l'impunité la plus totale pendant des décennies. N'oublions pas les victimes, réfléchissons vraiment aux générations futures et à l'humanité qui va venir après nous. Et qu'est-ce qu'on veut leur laisser? Quel rapport social il faut mettre en place? Comment on veut s'organiser collectivement, etc. Sachez simplement, pour finir, que la classe capitaliste a une peur, c'est qu'on s'organise. Elle a une peur, c'est qu'on soit soudés. Elle a une peur, c'est que justement, on sorte de ces clivages absolument abrutissants, politiques, du cirque électoral, qui est complètement la moutonnerie des gens de gauche, des gens de droite et des votants en général. Ils n'ont qu'une peur, c'est qu'on s'organise. C'est qu'on s'organise à une échelle plus grande en comprenant nos intérêts communs. Pour le dire très rapidement, les intérêts des exploités. Ils n'ont qu'une peur, c'est donc qu'on s'organise en commun pour les faire tomber et que notre conscience prenne en compte l'ensemble objectif des faits qui amène à comprendre que finalement, cette classe capitaliste, il faut la supprimer. Ce qui ne veut pas dire supprimer les personnes. Voilà, je sais direct que certains vont déformer mes propos, vont dire « il appelle à tuer, machin ». Non, je parle de supprimer socialement un rapport qui permet à une classe capitaliste d'exister. C'est cette classe capitaliste qu'il faut supprimer. Et donc pour ça, bien sûr, il faudrait une révolution sociale à l'échelle mondiale. Je ne vais pas développer davantage là-dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire sur la question du dossier Epstein pour l'instant. Il y aura probablement d'autres rebondissements, voilà. Simplement, c'était une vidéo à chaud que je fais parce que cette affaire m'écoeure, parce que je pense qu'elle a été maltraitée d'une manière générale et qu'il faut bien en comprendre les ressorts profonds et bien comprendre qu'on n'en sortira pas sans quelque chose de vraiment radical, une refonte complète du rapport social. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et n'oublions pas les victimes, n'oublions pas les enfants qui continuent d'être trafiqués et continuons à nous indigner et surtout ne laissons pas passer ce genre de choses.